Votre invitée Sonia Mabrouk, c'est Amélie de Montchalin, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Amélie de Montchalin, au moins 9 morts près de Francfort en Allemagne. Le mobile dû ou des tueurs pas encore connus, donc la plus grande prudence. Des bars à chicha visés, règlement de compte ou attentat. Une chose est sûre, il y a un climat particulièrement tendu en Allemagne et d'ailleurs partout en Europe depuis un certain temps. Ce qui est sûr, c'est d'abord la grande solidarité qu'on peut avoir envers les victimes. Et on voit cette violence aveugle, ces vagues de violence aveugle se déployer dans beaucoup de pays, dans beaucoup trop de pays, dans beaucoup trop de circonstances. Et ça nous montre qu'il faut qu'on fasse absolument des efforts contre toutes les formes de terrorisme, de menaces. L'Europe qui protège, c'est aussi ça. Et dans notre discussion d'aujourd'hui avec le président de la République, on part donc discuter du budget, mais derrière le budget, c'est la souveraineté européenne. C'est notre capacité à protéger les Européens, les protéger des menaces internes, externes. Et donc je crois qu'on est là au cœur, on voit d'un enjeu de protection des citoyens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, parce que la violence aveugle, c'est toujours, je crois, le pire drame qui peut arriver dans une société. La protection et donc le budget européen, c'est quand même le principal élément qui sera discuté tout à l'heure. Vous serez d'ailleurs avec le président pour ce sommet européen extraordinaire. Enfin, ce qui est extraordinaire, ce sont surtout nos divisions. Quelle est la probabilité, Amélie de Montchalin, d'un accord aujourd'hui ? C'est un moment de vérité. Vous savez, depuis des mois, on a construit... C'est ce qu'on dit pour tout sommet. Non mais... On a construit un agenda, on s'est mis d'accord ensemble sur ce qu'on voulait faire. On a dit voilà, on veut protéger les citoyens, on veut créer de la souveraineté, on veut une Europe qui soit neutre en carbone, on veut une Europe plus sociale et on veut une vraie politique industrielle. À un moment, il faut mettre les moyens. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas d'une Europe au rabais. On ne veut pas écouter ceux qui nous disent voilà, on va faire des petits chèques entre nous, comme c'était la mode, vous savez, quand Mme Thatcher organisait les choses pour que chacun contribue, mais pas trop. Moi, je veux pas d'une petite Europe avec des petits moyens, des petites ambitions. Mais qui n'en veut pas ? Parce que la France, on va le préciser à nos auditeurs, c'est le deuxième plus gros contributeur au budget européen. On a versé environ 22 milliards d'euros. On donne beaucoup. Et qu'est-ce qu'on reçoit ? On reçoit d'abord beaucoup. Pour nos agriculteurs, la politique agricole commune... Mais c'est la vraie question. Est-ce que le budget va être maintenu ? Nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de faire plus en leur donnant moins. Et donc ça, c'est un sujet majeur. On reçoit aussi beaucoup. Les élus locaux, partout en France, les projets de développement économique dans toutes nos régions, dans les Outre-mer, sont largement soutenus par l'Europe. On reçoit aussi beaucoup parce que cette protection contre la Chine, contre les États-Unis, ça n'a pas de prix. C'est ce qui permet à nos entreprises de se développer. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a effectivement, et c'est pour ça que ça sera difficile, et c'est pour ça que je ne sais pas si nous aurons un accord, mais nous allons le chercher. Vous ne savez pas s'il y aura un accord sur le budget européen ? Je ne peux pas vous le savoir. Nous sommes 27 autour de la table, et il y a une façon simple de faire des accords en Europe. C'est vous prenez le plus petit dénominateur commun, vous allez au plus petit niveau d'ambition et vous mettez d'accord. Ce n'est pas ce que nous voulons. Prenons un cas concret. Nos agriculteurs, Amélie de Montchalin, certains pays comme le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, jugent la PAC comme étant passéiste. Ils ne veulent pas justement donner ou qu'il y ait plus d'argent pour la PAC. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin que le budget de la politique agricole commune ne baissera pas ? Ce que je peux vous dire, c'est que notre objectif, c'est effectivement de s'assurer que les agriculteurs ont le même budget ou plus. Une revalorisation est encore possible ? Mais bien sûr, on se bat pour ça. Pourquoi ? Parce que la PAC, c'est pas has-been. C'est pas du tout un truc qui, sous prétexte que ça existe depuis longtemps, il faudrait couper dedans. C'est une politique qui est clé pour notre souveraineté, pour notre indépendance. Aucune puissance au monde, la Chine, les États-Unis ou d'autres, n'imagine importer leur nourriture. Un pays qui importe sa nourriture, c'est un pays qui dépend de quelqu'un d'autre. Et que donc on peut manipuler, qu'on peut tenir. C'est le discours que vous allez tenir pour convaincre les autres pays. Nous tenons, bien sûr, avec Didier Guillaume, avec le président de la République, avec tout le gouvernement, mais on n'est pas tout seul. Vous avez 20 pays en Europe qui veulent une PAC forte. 20 pays. Donc on n'est pas du tout dans une situation où ce serait la France contre le reste, vous voyez, de ses partenaires. Après, il y a des enjeux majeurs. La défense européenne, on l'a dit, les Outre-mer, le développement de toutes les régions, pour tous les Européens, qu'ils soient ruraux, urbains, qu'ils habitent proche d'une métropole ou plus loin. Et puis derrière, il y a aussi cette question des ressources propres. C'est-à-dire, bien sûr, et vous allez en parler. Parce que nous ne voulons pas, je tiens à dire très clairement, on veut une Europe forte, on veut qu'elle ait des moyens, mais nous ne voulons pas augmenter les impôts. On veut. Est-ce que vous allez frapper sur la table, surtout, pas la table du studio d'Europe 1, mais surtout au sommet européen ce soir ? On y va dans une optique de dire, il y a des choses importantes. Il y a des choses, on ne va pas avoir un accord à n'importe quel prix. Mais il faut effectivement qu'on ait de la bonne volonté. Mais moi, je veux de la bonne volonté à la hausse. Je veux une bonne volonté, vous voyez, qui permette d'avancer, qui permette de renforcer l'Europe. Pas une bonne volonté qui nous dise à la fin, comme il faut qu'on mette un accord, on va faire un petit accord. C'est à voir. Amélie de Montchalin, est-ce que l'atteinte à la vie privée d'un responsable politique est une attaque contre la démocratie ?
Bien sûr que c'est une attaque contre la démocratie. Donc vous condamnez les propos de Christophe Castaner qui a jeté dans le débat public la vie privée d'Olivier Faure ? Ce que j'entends, c'est que nous avons, avec les réseaux sociaux, et c'est surtout là que je pense qu'il y a un sujet, nous avons avec les réseaux sociaux brouillé une frontière majeure. La frontière entre ce qui relève de la transparence des hommes politiques, ce qu'ils doivent construire comme confiance avec leurs électeurs, et la protection absolue de leur vie privée, familiale, intime. Ça, c'est une crise démocratique majeure. Je ne comprends pas le rapport entre réseaux sociaux et les propos du ministre de l'Intérieur qui, depuis le début de l'affaire Griveaux, ne cesse de répéter que c'est une terrible atteinte à la vie privée et qui se livre lui-même à un procédé qu'il dénonce. Je laisserai Christophe Castaner sur ce sujet. Ah non, c'est important. Vous vous êtes exprimé, vous nous dites que c'est une atteinte dans l'affaire Griveaux. Est-ce que pour Olivier Faure, quand un ministre de l'Intérieur dit ça, est-ce qu'il est encore crédible ? Je pense qu'il faut, sur ce sujet-là, aussi sortir de la manipulation et il faut arrêter de monter le sujet en épingle. Je pense qu'il y a des sujets qui relèvent effectivement de ce qu'a dit Christophe Castaner et il aura, et je pense, vous l'occasion... les condamnez ? Moi, ce que je condamne, c'est l'histoire qu'on mette en danger des élections, qu'on mette en danger des électeurs qui doivent prendre des choix personnels, qui doivent faire des choix éclairés, en leur livrant en pâture des éléments qui ne sont pas de l'ordre électoral. Ce qui s'est passé, et si on prend un peu de distance, je crois que ça arrivera encore. On voit des manipulations dans énormément de pays. Mais quelle manipulation ? S'il n'y avait pas eu de vidéo, il n'y aurait pas eu de scandale. Mais bien sûr. Et donc ce que je vous dis, c'est que quand il y a des vidéos, il y a derrière, c'est pas une crise politique ce qui est arrivé, c'est une crise démocratique. Démocratique ? Vraiment ? La démocratie a vacillé parce que Benjamin Griveaux est sorti de l'élection municipale à Paris ? Qui pensez-vous qui ira se présenter à des élections demain si nous sommes dans une circonstance où votre vie intime, votre vie privée est mise en pâture? Peut-être des gens qui pardonnez-moi, qui mettent en avant le principe de prudence et ne font pas ce genre de vidéos. Il y a deux choses. Il y a, dans votre vie personnelle, la prudence, l'exemplarité. Et bien sûr qu'on y est tous appelés. Maintenant, il y a une barrière. Il y a une barrière parce que sinon, il n'y a plus de démocratie. Une élection, c'est quoi ? C'est la rencontre entre des électeurs qui doivent faire un choix éclairé, informé, personnel. Et si on vous met devant vous des éléments qui n'ont rien à voir avec l'élection, si dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, vous avez des fake news, écoutez, des ingérences étrangères. Vous avez raison, mais les accusations ingérence étrangère, alors, de la part de qui ? Est-ce qu'on a des preuves quand on dit cela ? Attendez, je ne parle pas de Benjamin Griveaux spécifiquement. Oui, mais vous parlez d'ingérence étrangère. Vous êtes secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Mais bien d'où viennent-elles ? Parce que je vous dis que depuis des années, on voit que nous avons partout en Europe des mécanismes différents, que je ne relis pas ici, mais des mécanismes différents. D'où viennent-ils ? Quel pays ? Quelle menace ? Vous avez... Le président l'a dit. La Russie, par exemple. La Russie ? Mais quelle preuve ? Mais quand vous avez les Macron Leaks il y a 3 ans, quand vous avez, dans un certain nombre de pays, des financements étrangers qui s'ingèrent dans les élections locales, nationales. Quelle preuve ? Ce que je vous dis, c'est qu'il y a 1 an, le président avait proposé qu'on fasse une agence européenne pour la démocratie. Tout le monde avait dit, ouais, c'est sympa, c'est un machin. C'est pas du tout un machin. Si on croit qu'on veut un continent avec de l'état de droit, qu'on veut un continent qui protège les fondements de ceux qui ont fait l'Europe de paix et de compréhension mutuelle, qui respectent des valeurs, eh bien, il faut Qu'est-ce que vous mettez dans cette agence de démocratie ? Est-ce que, par exemple, il faut, puisque je vous entends beaucoup parler des réseaux sociaux, réguler Internet selon des règles européennes ? D'abord, il faut lutter contre les cyberattaques, les cybermenaces. Et là, je peux vous dire que l'Europe, ça compte parce que si on fait 27 fois des petites choses avec nos petits moyens chacun, c'est quand même beaucoup moins efficace que si on se met ensemble. Ensuite, il faut qu'on puisse notamment suivre les financements des partis politiques. Parce que quand ça vient de l'étranger, c'est compliqué. Ensuite, effectivement, et on y travaille, on cherche à retirer un certain nombre de contenus, s'ils sont haineux, s'ils sont... Où vous mettez le curseur de la censure ? Mais quand la loi Avia... J'ai dit la censure. J'ai pas dit la censure. Je pense pas qu'on ait la censure. Je pensais que vous alliez relever. La loi Avia, c'est pas une loi de censure. C'est une loi qui dit quand on a des propos haineux, quand on a des propos déplacés. C'est un combat qu'on mène en France, c'est aussi un combat qu'on mène au niveau européen. On se bat en ce moment déjà pour retirer les contenus terroristes. Ça fait d'ailleurs un lien avec beaucoup de violences qu'on voit sur notre continent. Et donc, cette initiative européenne, ça fait donc maintenant un certain temps qu'on l'a parce que dans nos têtes, vous voyez ma génération, le mouvement dont je viens, on n'est pas naïf sur ce sujet. Justement, je parle de votre génération et pour conclure, vous m'avez pas répondu à la question sur les propos de Christophe Castaner. J'y reviens parce que c'est important, parce que lui-même a appelé justement un devoir d'exemplarité, à donner des leçons de morale. Est-ce que vous les condamnez ? Un responsable politique qui parle de la vie privée d'un autre, est-ce que vous dites non, stop ? En tout cas, c'est pas mes pratiques. C'est pas comme ça que je vous parle. Clair. C'est pas ce que je vous dis ce matin. Et ce que je vous dis surtout, c'est qu'il faut une action commune. Parce que c'est pas ni un homme politique, ni une femme politique, ni un parti politique qui va y arriver. On voit bien quelque chose qui est beaucoup plus profond.
c'est des institutions qui sont fragilisées, c'est des libertés individuelles qui sont attaquées. Et face à ça, je crois que l'Europe est un bon échelon d'action. Merci Amélie de Montchalin, invitée ce matin sur Europe 1.